Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est le mardi 19 mai 2026 et notre cher ami, le colonel Larry Wilkerson, est avec nous. Bienvenue à nouveau, Larry. Ravi d'être avec vous, Nima. Larry, je vais commencer par ce que Donald Trump a dit à propos de l'attaque contre l'Iran. Il a expliqué qu'il l'avait annulée parce que tu sais, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, les pays du CCG, lui en avait parlé. Ils étaient inquiets de la situation, de ce nouveau cycle de guerre et des conséquences dévastatrices que cela pourrait avoir pour ces pays. Voici ce qu'a déclaré Donald Trump. Je me prépare à lancer une attaque très importante demain. L'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis et d'autres m'ont demandé si on pouvait la repousser de 2 ou 3 jours, juste un court délai, parce qu'ils pensent être tout près de conclure un accord. Et si on peut le faire, à condition qu'aucune arme nucléaire ne tombe entre les mains de l'Iran, je pense que s'ils sont satisfaits, nous le serons probablement aussi. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, Larry? Quelle est ton analyse? Qu'est-ce qui arrive à Donald Trump? Parce que j'ai parlé aujourd'hui avec le professeur Miranda. Ils ne comprennent pas de quoi Donald Trump parle. Vraiment, ils ne savent pas ce qui se passe avec lui. Il négocie, il change d'avis, il envoie des messages à l'Iran et il dit que les discussions s'améliorent d'une certaine façon. Mais en même temps, il affirme que tout va s'effondrer. Il dit « Je vais les attaquer ». Qu'est-ce qui se passe avec Donald Trump? Il est en train de négocier avec lui-même, ce qu'il fait d'ailleurs assez souvent en ce moment. Laissez-moi vous lire quelque chose que j'ai trouvé ce matin. C'est tiré d'un haut responsable américain, c'est comme ça que c'est présenté. En général, ça veut dire un membre du gouvernement ou quelqu'un juste en dessous. Je cite, « Nous ne faisons vraiment pas beaucoup de progrès. » Il parle ici des négociations. Nous sommes dans une situation très sérieuse aujourd'hui. La pression est sur eux pour qu'ils réagissent de la bonne manière, a déclaré ce haut responsable américain. Et je cite encore, « Il est temps que les Iraniens fassent un petit geste. Nous avons besoin d'une discussion réelle, solide et précise sur le programme nucléaire. Si cela ne se produit pas, la conversation se fera avec des bombes et ce serait regrettable. » Le haut responsable américain a précisé que les États-Unis et l'Iran ne menaient pas de négociations directes. C'est, je crois, la première fois qu'ils reconnaissent ça. Sur le fond de l'accord, ils n'en ont pas du tout parlé, mais ils ont mené des discussions indirectes pour essayer de trouver un consensus sur la forme que ces négociations pourraient prendre. Alors, avançons un peu en lien avec ce que vous disiez sur l'Arabie Saoudite. Et là, franchement, c'est, disons, difficile à comprendre. Je ne sais pas dans quelle direction ça va. Je ne sais pas si c'est lié à la crainte de l'Arabie Saoudite vis-à-vis des États-Unis, ou à sa peur de l'Iran, ou encore à une autre manœuvre pour éviter un conflit. Mais voici ce qu'a rapporté Reuters. Le Pakistan a déployé 8000 soldats et une escadrille de chasseurs en Arabie Saoudite. Ce déploiement est présenté comme une mesure de protection pour l'Arabie Saoudite. On sait qu'ils ont maintenant une relation de sécurité défensive. Donc ça peut en faire partie. Il y avait une escadrille de 16 avions, principalement des chasseurs JF-17, fabriqués conjointement avec la Chine, bien sûr. Ils ont été envoyés en Arabie Saoudite début avril, et maintenant ils ont été rejoints par des responsables de la sécurité, 2 escadrilles de drones, environ 8000 soldats, et un système de défense aérienne chinois HQ-9. Alors Nima, j'ai une question pour toi. Est-ce que tout ça sert à protéger les Saoudiens contre un retour massif des États-Unis dans le pays pour attaquer l'Iran? Ou bien est-ce que c'est pour attaquer l'Iran en coordination avec les États-Unis?
Autrement dit, pour protéger les intérêts saoudiens pendant qu'ils attaquent l'Iran et que l'Iran riposte. Franchement, je n'en sais rien. Mais je soupçonne que c'est plutôt pour se protéger des États-Unis. Tout ça devient vraiment très confus. Je ressens exactement la même chose. Vraiment, je pense pareil. Parce que je ne vois pas le Pakistan chercher à se battre avec l'Iran. Non, Parce qu'ils veulent se défendre. tout le contraire. Exactement. Ils sont très proches, le gouvernement du Pakistan et celui de l'Iran. Très proches. Larry, quand on parle d'attaquer l'Iran, de cette idée même d'attaquer l'Iran, on a des gens comme le général Keith Kellogg qui affirment que la meilleure option pour les États-Unis en ce moment, c'est d'attaquer l'Iran, pas de négocier avec les Iraniens. Voici ce qu'il a dit, ce qu'il a proposé. Il l'a d'ailleurs répété 2 fois, une fois sur Newsmax et encore aujourd'hui sur Fox News. Regardez à quel point il a été raisonnable tout au long de ce processus et à quel point il est resté mesuré. Écoutez, il existe des principes immuables de la guerre, 9 en tout, depuis 500 ans avant Jésus-Christ. L'un d'eux, c'est la simplicité. Alors je vais faire simple. Ce que je dis, c'est que je pense qu'on devrait interrompre les négociations. On devrait s'emparer de l'île de Karg pour plusieurs raisons. D'abord, elle contrôle 90% de leur économie. Ça met tout le pays en danger. Leur direction, leur pouvoir. On pourrait installer un gouvernement provisoire, un gouvernement d'opposition, si on veut aller jusque-là. La deuxième chose que je ferais, c'est d'aller à environ 500 km à l'est, de prendre l'île de Karg, qui est un centre de commandement et de contrôle pour le détroit. On y déploie les marines. Ensuite, la troisième étape, c'est d'aligner les dragueurs de mines de la classe Avenger et d'escorter tout le monde hors du Golfe, du côté omanais si on veut le faire, pour dégager complètement le détroit à l'avenir. Écoutez-moi, je ne fais absolument pas confiance aux Iraniens, ni aux gardiens de la Révolution. Et on tombe exactement dans le piège d'Araqchi, leur ministre des Affaires étrangères, dans le scénario qu'il a lui-même écrit quand il a rédigé son livre sur les négociations. C'est leur méthode et on ne devrait pas leur faire confiance. On doit être très clair et très déterminé sur ce qu'on va faire. Cet homme vit dans le passé, profondément, mais alors profondément dans le passé. Il est tellement coincé là-dedans qu'il se laisse pousser la barbe. Franchement, on dirait le Père Noël. Je ne sais pas d'où il sort. J'imagine qu'il est payé pour ça. C'est la seule explication que je vois. Quand les gens faisaient ça à propos de la guerre d'Irak en 2003, j'étais déjà très sceptique sur sa façon de se lancer là-dedans. Alors j'y suis allé par moi-même. Je ne l'ai pas fait pour Powell. Je l'ai fait de ma propre initiative. Je voulais voir ce que ces officiers généraux qui défendaient cette invasion de l'Irak en 2003, et tout le monde le sait maintenant, j'étais la source dans le film de Rob Reiner, Shock and Awe. Eh bien, j'étais contre. Je ne peux rien dire sur mon patron. Je vais m'arrêter là. Quand je faisais ça, je suis allé vérifier ces officiers généraux qu'on voyait sur Fox, sur MSNBC, sur CNN, en train de défendre le conflit. Et presque à chaque fois, j'ai découvert qu'ils étaient payés d'abord par les chaînes d'infos elles-mêmes et ensuite par des entreprises de défense qui allaient gagner énormément d'argent grâce à la guerre. Alors moi, je n'ai aucune confiance dans ces vieux généraux qu'on entend, comme Kellogg par exemple. Et puis dans le cas de Kellogg, je pense qu'il est sénile. Et je le dis sincèrement, il est sénile. Est-ce qu'ils n'ont pas peur, enfin? Si on part du principe que Donald Trump met vraiment en œuvre ce qu'il prône, je ne pense pas que Donald Trump, est-ce qu'il va assumer la responsabilité?
Je ne pense pas que Donald Trump écoute qui que ce soit dans ce groupe. À mon avis, il est vraiment dans une impasse en ce moment. Il est pris entre l'insistance de Bibi Netanyahou et de tous ceux qui le soutiennent, et en même temps, la situation politique très compliquée dans laquelle il voit Netanyahou plonger en Israël aujourd'hui. Et puis il y a le fait qu'ils sont Nima, qui sont en train de perdre, vraiment de perdre lourdement au Liban. C'est aussi grave qu'en juillet 2006, aussi grave qu'en 1982. Ils perdent très mal. Tsahal a arrêté de publier ces chiffres parce que Bibi Netanyahou leur a ordonné d'arrêter. Mais on sait, grâce à d'autres sources, que les taux de stress post-traumatique, de suicide et d'absence au service sont très élevés. Ils n'ont jamais eu de tels chiffres auparavant. Voici le commentaire d'un commandant de Tsahal au Liban. On sort tous les jours pour des missions risquées, inutiles en plein jour et on se fait tuer. C'est un bon résumé de ce qui se passe en ce moment pour l'armée israélienne au Liban. Et maintenant, il tue aussi beaucoup de civils. Le rapport de ce matin parlait de 3000 morts. Moi, je pense que c'est le double et que la plupart ne sont pas du Hezbollah. Ce sont surtout des civils libanais, des citoyens, et ils ne protègent pas le Hezbollah chez eux, ni ailleurs. Donc Trump se retrouve coincé entre ce désastre en Israël, ce qu'il a dit, et la situation qu'il s'est lui-même créée en le disant, et ce qu'il pense probablement devoir faire s'il a un peu de bon sens. Et tout ça, ce sont des positions complètement opposées les unes aux autres. Alors il est coincé dans ce bourbier et il n'arrive pas à en sortir. Il essaye de trouver un moyen de s'en tirer. Il cherche comment gérer Netanyahou. Il cherche comment gérer les Arabes et les autres acteurs de la région. Et au fond, il essaye de trouver un moyen de sauver la face avec l'Iran, parce qu'il a été battu. C'est aussi simple que ça, il a été battu. Battu sur le champ de bataille, pour ainsi dire, et battu à la table des négociations. Et rien ne l'a montré plus clairement que sa visite en Chine. Je ne sais pas où on va, Nima. Vraiment, je ne sais pas. Je ne vois pas comment il va réussir à s'en sortir. Et regardez ce qu'il fait en parallèle pendant qu'il fait tout ça. Il parle de Cuba, il parle à nouveau en secret du Groenland. Il parle d'autres guerres, si on peut dire, qui seraient plus simples. Pour détourner l'attention des gens, je ne sais pas. Mais je peux vous dire une chose, il est dans un sacré pétrin, un vrai désastre, et il ne sait pas comment s'en sortir. Il n'a pas les capacités, ni mentales, ni d'expérience, ni historiques, quelle que soit la catégorie de savoir que vous preniez, pour s'en sortir. Et du coup, on est tous coincés. On est tous coincés, y compris les Iraniens, dans cette incroyable catastrophe qu'il nous a provoquée. Larry, puisque tu as mentionné la situation entre Israël et le Liban, on a appris que, ces dernières 24 heures, les drones FPV du Hezbollah ont frappé des batteries du dôme de fer israélien. 3 d'entre elles ont été touchées par des drones FPV. Je ne sais pas combien de ces batteries Israël possède en ce moment, mais en 24 heures, 3 batteries touchées par des drones FPV. Je ne vois pas une telle capacité du côté israélien. Il y a eu une énorme explosion sous. Oui, j'ai vu ça. Personne ne semble savoir ce que c'était. Tu sais, Larry Johnson était avec moi et Danny Haiphong tout à l'heure. Au début, je ne savais pas trop où Larry voulait en venir, mais j'ai compris tout de suite une fois qu'il y est arrivé. Il expliquait le nombre de soldats américains qui se sont suicidés depuis le 11 septembre. Il y a eu plus d'Américains qui se sont suicidés depuis le 11 septembre que de soldats tués au Vietnam, en Irak ou en Afghanistan. Plus d'Américains, des militaires, se sont suicidés que n'en sont morts dans ces guerres. Et on parlait de ce que ça fait à Israël. Si on regarde la taille de l'armée israélienne par rapport à la nôtre, oui, Israël est en train d'être déchiré.
Ils sont littéralement en train d'être déchirés. Israel's being torn to pieces. They're being torn to pieces and tell me about what's going to happen. Et dis-moi ce qui va se passer si l'Iran décide, si on pousse l'Iran à décider d'attaquer à nouveau Israël avec tout ce qu'il a. Il n'y aura plus d'Israël, point final. Et Trump devra aussi gérer ça. Moi, je dois faire ce que Bibi veut que je fasse, ce que Myriam et tous ces gens pleins d'argent veulent que je fasse, et probablement aussi à cause du chantage du dossier Epstein. Je dois faire ce qu'ils veulent que je fasse. Mais en même temps, je vais détruire l'État d'Israël. Waouh! Waouh! C'est un vrai choix, non? Eh bien, je crois que je vais le faire. Tu sais, je ne suis même pas sûr qu'il ait encore ça en tête. Je ne suis pas sûr qu'il soit capable de prendre ce genre de décision, de faire ce genre de comparaison entre ce qui est bien, mal ou indifférent. Mais on est coincé dans un sacré bazar, là. Et comme on l'a dit ce matin dans l'émission de Danny, on est déjà en récession mondiale. Oui, on est déjà en récession. Si on continue comme ça, on va droit vers une dépression. Et le pays qui pourra le moins résister à ça sur le long terme, c'est l'Empire. Parce qu'on est dans une situation budgétaire tellement critique en ce moment que tout s'aggraverait très vite, brutalement. La perte de confiance serait immédiate. Et quand on parle d'un empire en train de se disloquer, quand on parle de guerre civile, eh bien, on est en plein dedans. Et je ne pense pas que ce président comprenne quoi que ce soit à tout ça. Vraiment, je ne le pense pas. À un moment, je me suis dit qu'il devait être l'agent de quelqu'un, qui travaillait contre le chantage d'Epstein, qui servait des intérêts cachés, qu'il était un agent, parce qu'il ne pouvait pas être aussi stupide. Et pourtant, maintenant, je vois probablement assez d'éléments pour conclure que oui, en fait, il est bel et bien aussi stupide. C'est effrayant, Nima. Vraiment effrayant. D'après ce que vous avez vu jusqu'à présent, est-ce que vous pensez qu'Israël cherche à créer une sorte de zone morte dans le sud du Liban? Ils parlent d'une zone tampon, mais j'ai l'impression qu'ils ne veulent personne dans cette zone. Et d'ailleurs, la même chose pourrait arriver dans le nord d'Israël, parce qu'on pourrait faire exactement la même chose aux Israéliens. Qu'en pensez-vous? Eh bien, ils l'ont déjà fait, vous savez, dans une certaine mesure. Souvenez-vous, quand ils ont commencé à tirer des roquettes sur le nord d'Israël et que tout le monde est parti, beaucoup de gens ont quitté le pays, d'après ce qu'on m'a dit. Certains ont même quitté Israël tout court. Mais certains sont revenus ensuite, quand Netanyahou leur a demandé de revenir. Et maintenant, ils repartent, et je ne peux pas leur en vouloir. Je pense qu'ils voulaient aller au nord du fleuve Litani, aussi loin qu'ils pouvaient, pour se positionner en vue de la prochaine cible. Une fois l'Iran réglé, on passe au Liban. Mais il s'est encore heurté à un mur, comme en juillet 2006 et comme en 1982. Rien n'a vraiment changé. Le problème reste le même. Les Syriens ne sont plus là en aussi grand nombre qu'en 82, mais ça reste un vrai problème. Et le Liban, c'est d'abord pour se faire si fond stage de Niani. Et Israël n'est pas cette armée redoutable que tout le monde imaginait. En réalité, ça ne l'a jamais été. Moshe Dayan avait eu la bonne remarque après la guerre de 67. C'est plus facile quand on se bat contre des Arabes. Ce n'est pas une remarque méprisante envers les Arabes, mais plutôt une observation sur leur capacité à constituer de vraies forces armées. Il suffit de se rappeler Lawrence d'Arabie et les difficultés qu'il a rencontrées. Regardez aussi tous les autres problèmes qu'on a eus pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale avec les armées arabes, qui ne faisaient que se disputer entre elles et n'arrivaient pas vraiment à se battre. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours pensé, pendant cette guerre atroce entre l'Iran, donc les Perses, et l'Irak, donc les Arabes, que je savais qui finirait par l'emporter si le combat était équitable. Mais on se retrouve dans une situation où Israël est vraiment au centre de tout ça. Comme l'ont dit Walt, Mearsheimer et d'autres,
Si on regarde l'influence qu'Israël exerce aux États-Unis et le fait que nous la rendons possible, je ne vois pas comment Trump peut s'en sortir. Parce qu'au bout du compte, il faut revenir à l'arbitre ultime de tout ce conflit, Israël. Et quand on dit Israël, on parle de Bibi Netanyahou. Alors vous avez peut-être vu que, selon moi, Smotrich et Ben Gvir sont de nouveau visés par la Cour pénale internationale. Ils cherchent vraiment à les poursuivre, à les traduire en justice. Et ça ne va faire que les galvaniser encore plus. Moi, je trouve que c'est bien. Je pense même que c'est une excellente évolution. J'aimerais bien qu'on donne un vrai pouvoir à la Cour pénale internationale, à la Cour internationale de justice en général, et même à l'ONU dans son ensemble. Mais honnêtement, jusqu'où ça ira? Probablement nulle part, parce que nous sommes derrière eux. Et tant qu'on reste derrière eux. Ce matin, quelqu'un m'a posé une question sur le droit international et j'ai cité Mao Zedong. J'ai dit que selon Mao, le droit international sort du canon d'un fusil. Pendant longtemps, c'est les États-Unis qui tenaient ce fusil. Et ce fusil n'a pas toujours servi le droit international. Mais la plupart du temps, oui. Et s'il le servait, c'était par intérêt. C'était dans notre intérêt d'avoir une communauté mondiale fondée sur le droit. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est nous les criminels, nous les bandits, nous les pirates. Quelle est la situation de l'opération en haute mer en ce moment? Vous vous êtes penché là-dessus? En 9 mois, nous avons tué 194 personnes, sans aucune procédure légale. Aucune. Le document que le département de la justice, d'après ce qu'on m'a dit, a rédigé pour justifier ses frappes dans les Caraïbes et dans le Pacifique, ce document est classifié. On ne peut pas le consulter. Le peuple américain ne peut pas le voir. Nous avons tué 194 personnes. Nous ne connaissons même pas leurs noms. Nous ne savons même pas qui elles sont. Voilà ce que nous sommes devenus. Et Trump dirige cet État voyou. Sa dernière action de ce genre, c'est une guerre choisie contre un pays qui est en train de le battre et il ne sait plus quoi faire. Larry, moi quand je regarde ce conflit, je ne vois pas vraiment une grande perte pour Donald Trump lui-même. Par contre, j'en vois une énorme pour Israël. Et à cause d'Israël, Donald Trump peut d'une certaine façon déclarer qu'on a gagné la guerre, qu'on a frappé toutes les cibles en Iran et qu'on peut se retirer de la région. Mais s'il se retire de la région, regarde Israël aujourd'hui. Il ne le fera pas. C'était une perte colossale, immense pour Israël. Il ne quittera pas la région tant que Bibi sera là. Oui, Je veux dire, je ne sais pas si c'est à cause d'Epstein et du chantage, ou de Myriam et de son argent, ou peut-être un mélange des deux, ou autre chose. Mais il est lié à Bibi, quoi qu'il arrive à Bibi. Et j'ai le pressentiment que le destin de Bibi, ce sera le suicide. Enfin, je veux dire, un suicide israélien. Il en fera partie, mais ce sera le suicide d'Israël. et la raison pour laquelle je ne crois pas qu'on arrivera à un quelconque accord, c'est qu'il n'existe tout simplement aucun moyen pour Israël de conclure cette situation comme une victoire. Pas question. Nyamar Tao. Ni l'Iran, ni le Liban. Aucun de ces fronts ne sera une victoire. Et, Nima, je ne suis pas sûr qu'au final Gaza en soit une non plus. Imagine un peu ce qu'était Israël avant que toute cette folie ne commence, avant le 7 octobre. Ils étaient en train de normaliser leurs relations avec l'Arabie saoudite, avec tout le Conseil de coopération du Golfe, et d'ailleurs aussi avec la Turquie. In the toute notre normalisation. Et les accords d'Abraham, où en est-on aujourd'hui avec ce genre d'initiative? Et c'est Bibi qui a tout fait. Il y en a largement assez.
C'est Bibi qui a tout fait. Je veux dire, on peut dire que Smotrich, Ben Gvir ou même Naftali Bennett et d'autres comme eux ont eu quelque chose à voir là-dedans, et que 82% des citoyens juifs d'Israël approuvent ce que fait Bibi. Mais Bibi, c'était le chef. Bibi, au lieu d'assurer sa place dans l'histoire d'Israël comme un équivalent de Moïse, fait en sorte de se garantir une place qui fera de lui l'équivalent du pire israélien, du pire sioniste juif qui ait jamais existé. C'est ça qu'il est en train de faire. Quand toute la fumée sera retombée, quand on sortira de cette ombre de la Shoah et que le reste du monde repensera à ce qu'Hitler a fait et à ce qui est arrivé aux Juifs, ce que nous savons tous si on a étudié l'histoire de près, on verra que tout cela faisait partie intégrante des plans de la direction sioniste pour pousser les Juifs à quitter l'Europe et aller vers la terre promise. Vous savez, il régnait autour de la déclaration Balfour et de tout ce qui l'a précédé ou suivi, une atmosphère ignoble, totalement absurde. La perfidie de la Grande-Bretagne, surtout celle d'Albion. Franchement, bon sang, quand on y repense, c'est affreux. Et depuis l'effondrement de l'Empire britannique, nous avons été leurs complices, leur soutien, pendant qu'ils se cachaient dans notre ombre. Et tout cela arrive à son terme aujourd'hui. Et il n'y a que très peu d'Américains là-bas dans l'arrière-pays qui comprennent un mot de ce que je dis. Ils ne s'intéressent qu'à leur propre sort, à leur situation dans le pays, à leur emploi, et ainsi de suite. Ce qui en soi se comprend. Mais en même temps, on ne peut pas être ce que nous sommes aujourd'hui et rester aussi ignorants que nous le sommes. Et pourtant, c'est bien le cas. Qui est un ami d'Israël dans la région aujourd'hui? Zéro. Personne, à mon avis. Pas un vrai ami. Pas un vrai ami. Et Bibi l'a répété plusieurs fois, il a dit « Je n'ai besoin de personne. Je n'ai besoin d'aucun pays à mes côtés. » Et dernièrement, il a commencé à parler comme s'il pensait ça aussi des États-Unis. Moi, je pense que tout ça, c'est de la propagande pour nous pousser à en faire plus, parce qu'on a peur de le perdre. Je continue de dire qu'il y a une sorte de symbiose ici. On les utilise autant qu'ils nous utilisent. Donald Trump, lui, a perdu de vue cette réalité. Il laisse cette relation, en gros, nous détruire. Je me souviens quand il a dit « Nous n'avons besoin de personne d'autre que des États-Unis. Notre ami, c'est les États-Unis. » Mais à cette époque, il pensait à ces grandes et magnifiques bases dans les pays du Golfe. Elles n'existent plus aujourd'hui. Oui, oui. Et il pensait à tout ce qu'il allait en tirer une fois qu'il aurait tous les Arabes de son côté. Franchement, vous ne me ferez jamais croire qu'il ne voulait pas conquérir toute la région. Je pense que Huckabee avait raison. Il a bien résumé la situation. Il n'aurait vraiment pas dû dire ça en tant qu'ambassadeur des États-Unis en Israël. Mais il a bien résumé les choses. Ils veulent aller, disons, d'à peu près la Turquie jusqu'au Soudan. Et Bibi voulait être le dirigeant qui ferait ça, ou au moins celui qui lancerait le mouvement. Larry, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation, je sais qu'elle devient vraiment compliquée en ce moment avec les pays du CCG, on voit une sorte de division entre l'Arabie saoudite et le Qatar d'un côté, et les Émirats arabes unis de l'autre. Mais au fond, quand on parle des calculs des États-Unis, comment les États-Unis perçoivent-ils la situation au Moyen-Orient avec les pays du CCG? Est-ce que l'administration Trump va, tu sais, changer le ton et l'atmosphère là-bas? Parce qu'on sait qu'en ce moment, l'Arabie saoudite et le Qatar ont le sentiment, avec la question du détroit d'Ormuz, d'être plus dépendants de l'Iran. Avant, ils ne l'étaient pas autant. Personne n'était vraiment dépendant de l'Iran avant le début de cette guerre. Et maintenant, ils le sont tous. Pas seulement à cause du détroit d'Ormuz ou des pétroliers,
mais aussi à cause d'Internet d'ailleurs. À chaque fois, on voit quelque chose de nouveau apparaître. Et c'est ça, la réalité du détroit d'Ormuz aujourd'hui. Here's the newest one. Iran has officially- Voici la toute dernière nouvelle. L'Iran a officiellement annoncé la création d'un nouvel organisme appelé l'Autorité des affaires du détroit du Golfe Persique, la PGSA, chargé de superviser tout ce qui concerne le détroit d'Ormuz. L'annonce a été faite sur le compte officiel de cette autorité, sur les réseaux sociaux. Et voici la déclaration, je cite, « Au nom de Dieu, le compte officiel X de l'Autorité du détroit du Golfe Persique, la PGSA, est désormais en ligne. Suivez-nous pour des mises à jour en temps réel sur le détroit d'Ormuz. » Fait accompli. Tu as raison. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oh, allons bloquer le détroit encore une fois. Reprenons l'opération Freedom. Il faut dégager ce détroit une fois de plus. Ces fichus Perses prétendent qu'il leur appartient. Allons-y encore une fois. Mon Dieu, j'espère qu'on n'enverra pas de troupes au sol, Nima. God, I hope we don't use ground forces, Nima. I don't care how small a compliment or how large a compliment. Je me fiche que le contingent soit petit ou grand. D'abord, on n'a pas un grand contingent. Au maximum, on pourrait peut-être rassembler 400 000 soldats au sol, peut-être. Mais comment tu les déploies? Où est-ce que tu les fais atterrir? Comment tu les fais entrer? Ce ne sont pas tous des parachutistes. Très peu d'entre eux le sont. Alors comment tu les fais entrer? Où tu les fais atterrir? Où tu les poses au départ? Où tu les prépares? Où tu fais tout ce qu'on a fait pendant la première et la deuxième guerre du Golfe? On a passé quoi? 6 mois à se préparer pour Desert Shield? On n'invente pas ce genre de choses, Nima. Ce type ne comprend pas ce qu'il fait. Et Hegseth non plus. Et de plus en plus, je me dis que ce général Kane n'en sait pas plus non plus. Et je suis presque certain que l'amiral Brad Cooper n'a pas la moindre idée de ce qui se passe. Voilà les gens qu'on a sur le terrain. Et ce matin, Larry me disait qu'on a nommé un général 2 étoiles pour commander la composante terrestre. Or, dans toute l'époque moderne, on n'a jamais rien fait sans que le commandant des forces terrestres soit au moins un 3 étoiles, parfois même un 4 étoiles. Donc là, on met un 2 étoiles à la tête de la composante terrestre d'une force censée attaquer l'Iran. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de troupes dans la composante terrestre. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va envoyer une équipe spéciale qui ira récupérer l'uranium. C'est ce qu'on m'a dit. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire quand ils seront tous capturés? Qu'est-ce que vous allez faire quand ils seront tous morts ou capturés? Qu'est-ce que vous allez faire quand ils n'auront pas l'uranium? Qu'est-ce que vous allez faire quand vous ne pourrez pas les extraire? Les gens devraient se poser ces questions. Ils devraient aller débattre de ces sujets. Moi, je n'entends rien d'autre qu'une réunion de prière de 9 heures au Pentagone. Si on prie Dieu et Jésus très fort, peut-être qu'on battra ces païens dans le Golfe Persique. J'entends déjà Hegseth dire ça. Si on prie Dieu, si on prie Jésus, on réussira. Voilà qui nous dirige aujourd'hui. Et regardez la virulence que Trump affiche maintenant sans aucune retenue à l'égard de Tom Massie. Il lui a littéralement déclaré la guerre. Oui, 30 millions de dollars pendant la primaire. Incroyable. Vraiment incroyable. Et on peut parier qu'il y a sans doute encore beaucoup d'argent occulte autour de tout ça. Bien plus que 30 millions, probablement 40 millions au total. C'est incroyable de voir tout ce qu'ils ont dépensé juste pour détruire ou écarter quelqu'un comme Thomas Massie. Ça doit vraiment le faire réfléchir à 2 fois à ce qu'il avait dit à Chas Freeman il y a quelques années. Il avait dit qu'il serait ravi de rentrer chez lui dès qu'on voudrait qu'il rentre, qu'il serait content de rentrer. Là, il doit se dire « Waouh, en fait, je suis plus important que je ne le pensais. »
Larry, qu'est-ce que ça voudrait dire s'il l'emporte, s'il en sort d'une façon ou d'une autre victorieux, ou s'il arrive à battre son adversaire? Qu'est-ce que tu en penses? Massey? You pa badarda de Massey. Eh bien, je pense que ça dit deux choses très fortes. D'abord, que la démocratie américaine est terminée. Et on avance vers ça depuis le moment où le juge Powell a rédigé ce mémo disant que les entreprises devraient être considérées comme des personnes. On a construit tout l'argumentaire avant l'affaire Citizens United. Et avec Citizens United, on l'a confirmé. Et Roberts a pris la cour et a décidé que, tiens, il pouvait faire tout ce qu'il voulait en politique. C'est exactement ce qu'il vient de faire avec la Virginie. On a voté en Virginie. J'ai voté en Virginie. Il vient de soutenir la Cour suprême de Virginie dans sa décision, disant que mon vote ne comptait pas. Le fait que je sois allé voter ici à la bibliothèque de Pimmit Hills, mon vote ce jour-là, et ceux de 51% des électeurs de Virginie, ont été annulés par la Cour suprême des États-Unis. La démocratie, c'est fini. Il n'y a plus de démocratie ici. Et c'est ce que signifiera la défaite de Massey par Trump. Maintenant, à l'inverse, si Massey gagne, ça ne voudra pas dire que la démocratie se porte bien. Ça voudra juste dire qu'elle est sous respirateur artificiel. Mais ça compte beaucoup pour beaucoup de gens. Je connais un peu Tom, grâce aux réunions que Chas et moi avons eues avec lui. J'aimerais pas le voir partir. Il a ses problèmes, ses petites manies, ses défauts, comme tout le monde. Mais au fond, il a le cœur et l'esprit à la bonne place quand il s'agit de représenter les gens du Kentucky et de le faire de manière juste et honnête. Et ça, c'est rare, très rare, surtout à la Chambre des représentants. C'est vraiment rare. Larry, Vladimir Poutine est en Chine. Wang Yi l'a rencontré. Oui, demain, exactement. Le ministre des Affaires étrangères chinois accueille Vladimir Poutine, ce qui, soit dit en passant, n'avait pas été le cas pour Donald Trump. Et je pense que c'est un message colossal, vraiment énorme pour Donald Trump. Ça montre bien la différence entre la Russie et la Chine quand on compare la Chine et les États-Unis. Mais si on regarde la situation, Larry, on entend des rumeurs selon lesquelles, en coulisses, ils essaieraient peut-être de mettre en place une nouvelle sorte d'accord pour la région. Je parle du Moyen-Orient, avec l'Iran, le Pakistan, la Turquie, l'Arabie saoudite, le Qatar, parce qu'il a été question d'un pacte de non-agression. L'Arabie saoudite en a parlé. Alors, comment tu vois le rôle que la Chine et la Russie pourraient jouer là-dedans? Je pense que la Chine et la Russie ont un intérêt pour ce que j'appelais autrefois, et nous aussi à l'époque, nous y voyions un intérêt. En fait, la dernière fois que j'étais au gouvernement, on en parlait encore. L'idée, c'était de créer une zone où, par exemple, un des aspects serait d'interdire les armes, notamment les armes nucléaires. Ce serait la première véritable zone exempte d'armes nucléaires d'envergure dans le monde. Et elle serait coordonnée avec le traité de non-prolifération et le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Elle pourrait servir de modèle à d'autres régions. Mais en même temps, on évoquait aussi la possibilité de créer, non seulement en Asie du Sud-Ouest, mais aussi sur la frange de l'Afrique, ce qu'on appelle la région MENA, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, un espace où les armées, les forces militaires n'auraient pas leur place. Un espace vaste vers le développement économique. C'était une question de développement social, c'était une question de démocratie, c'était pas une question de guerre. Et c'est pour ça qu'au Pentagone, du moins à l'époque où j'y étais, on s'est farouchement opposé à la création de l'Africa Command, parce que ça militarisait cette partie du monde. On avait déjà militarisé le Moyen-Orient, vous savez, surtout avec Israël. On l'avait militarisé. Qu'est-ce qu'Israël sinon un État militaire? C'est ce qu'il est depuis 1948.
Et ils le prouvent encore aujourd'hui, de manière éclatante. Ils fonctionnent sur la même logique que nous, il y a 30 ou 40 ans, quand on pensait que cette région pouvait devenir un exemple de zone sans armes nucléaires, voire sans guerre. Et ça incluait des endroits vraiment meurtris, comme le Congo, comme le Soudan, disparus depuis. Mais peut-être que la Chine, la Russie et d'autres vont réussir à relancer cette idée. Ce serait à mes yeux un développement formidable. Je pense, Larry, qu'une des discussions entre Donald Trump et Xi, dont on n'a pas beaucoup entendu parler, portait sur la dénucléarisation du Moyen-Orient. Ce n'est pas seulement à propos de l'Iran, c'est aussi à propos d'Israël. Oui, bien sûr que ça l'est. Si on veut faire quelque chose avec l'Iran, il faut aussi penser à Israël. Bien sûr que si. Le ministre des Affaires étrangères d'Oman a eu raison de le dire. Le problème dans la région, c'est pas l'Iran, c'est Israël. C'est ça la vérité. Et pendant qu'on parle tout ça, regardez ce qui se passe. La Russie lance un exercice stratégique nucléaire. Ils sortent tout sur le terrain, absolument tout. Ils vont tester l'ensemble de leurs composantes nucléaires. La Douma vient d'adopter une loi autorisant Poutine à faire la guerre à qui il estime nécessaire. Alors, à tous ceux qui disent qu'il y a des gens en Russie qui s'opposent à ce que fait Poutine, regardez bien. Il organise cet exercice avec tous les éléments de la force nucléaire russe et ils vont s'entraîner pendant plusieurs jours. Et en même temps, la Lituanie vient d'annoncer qu'elle soutiendrait la présence d'armes nucléaires américaines sur son territoire. Et elle nous demande d'y réfléchir sérieusement. Je pense que Poutine a pris sa décision et qu'il se prépare à une guerre avec l'OTAN. Et il sait très bien que cette guerre a de fortes chances de devenir nucléaire. Ce sont des évolutions qui s'inscrivent dans cette logique de crise dont je parle sans arrêt et qui vont nous hanter. Vraiment nous hanter. Et Trump, lui, n'y prête absolument aucune attention pour le moment. Je ne vois pas non plus Hegseth ni Kane s'en préoccuper. Trump pense qu'il lui suffira de décrocher le téléphone pour que Poutine recule sur tout ce qu'il pourrait envisager de faire. Eh bien, j'ai une nouvelle pour Trump. Poutine est bien plus malin que lui. Tu as vu, le Financial Times rapporte qu'elle aurait dit à Donald Trump que, selon eux, elle lui aurait dit que Poutine regrette son invasion de l'Ukraine. C'est incroyable, non? Tu sais comment le Financial Times a eu cette info? D'habitude, le journal au papier rose a plus de bon sens que ça. Vous savez, à ce moment-là, Powell entrait dans mon bureau et me disait « Mais qu'est-ce que tu fais encore à lire le journal rose ?» Et je lui répondais « C'est le seul journal que je lis, monsieur le secrétaire. C'est le seul qui ait une page financière à laquelle je prête vraiment attention. » Le Wall Street Journal? Non, moi je lis le Financial Times. Ah d'accord. Du coup, j'ai noué pas mal de relations avec l'équipe éditoriale du FT, Ed Luce et d'autres. À l'époque, Ed était le rédacteur en chef du Financial Times à Washington. Et j'ai aussi appris à bien connaître certains de leurs économistes et d'autres membres de l'équipe. Mais d'habitude, c'est un journal plutôt bon. Mais maintenant, je n'en aime plus aucun. J'ai l'impression qu'ils sont tous, d'une façon ou d'une autre, sous l'influence d'un pouvoir caché. En clair, ils ne font plus ce qu'ils devraient faire, être objectifs et informés du mieux possible. Même le Financial Times, tiens. Ça fait 6 mois que je n'en ai pas acheté un seul. Avant, j'en prenais un au CVS tous les dimanches au moins, et je lisais l'édition du week-end. Maintenant, non. Je n'achète plus aucun média, je ne regarde plus le Washington Post, ni le New York Times, ni le Wall Street Journal, ni USA Today. Aucun d'eux. J'écoute vous.
Larry, je me souviens que tu avais dit un jour que même si les États-Unis décidaient d'installer des armes nucléaires, ou si la Pologne les invitait à venir en placer sur son territoire, ce serait un événement énorme. Déstabilisant. C'est déstabilisant pour toute la région. Vous parlez de ces petits États qui seraient... Enfin, je ne sais pas ce qui se passerait dans ce cas-là. À votre avis, est-ce que Donald Trump en a parlé quand il était en Chine? Kane est là-bas en ce moment. Apparemment, si les infos sont exactes, Reuters, je crois, s'il a bien dit ça, il aurait annoncé aux Polonais que les 4 ou 5 000 soldats qui devaient venir ne viendront pas, ou qu'ils y réfléchissent encore, quelque chose comme ça. Donc quelqu'un commence à avoir des doutes en Pologne, je dirais. Parce qu'en ce moment, les Polonais sont à peu près divisés, moitié-moitié. Environ 50% sont des gens raisonnables, qui comprennent qu'ils doivent vivre avec l'Allemagne et avec Moscou. Ce doivent est vital. Si on ne le fait pas, c'est dangereux. Ils le savent. Et l'autre moitié, ce sont des fous furieux qui veulent faire la guerre à la Russie, et peut-être même s'en prendre à l'Allemagne si l'Allemagne proteste. La Pologne traverse en ce moment une vraie bataille interne au sein même de sa structure politique pour essayer de savoir dans quelle direction elle veut aller. Et on n'a pas vraiment aidé en disant des choses du genre « Eh bien, si Merkel veut renvoyer 5 000 soldats américains chez eux, ou si on veut les rapatrier, je suppose que c'est Trump ou Hegseth qui ont lancé ça, la Pologne les accueillera. » Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce message envoyé à l'Allemagne? Vous savez, la Pologne, vous avez 2 problèmes. Vous en avez eu 2 ces dernières années. L'Allemagne d'un côté et la Russie de l'autre. Et dans le pacte Molotov-Ribbentrop, vous aviez un problème avec les 2. Alors vous ne voulez pas revivre ça. Et pourtant, on est apparemment en train de remettre ça là-bas. J'ai aucune idée de ce qu'ils comptent faire avec la Lituanie, maintenant que la Lituanie a déclaré vouloir des armes nucléaires sur son territoire. Il y a des gens au Pentagone qui accepteraient ça en une fraction de seconde. C'est pour ça que Poutine a lancé cette opération militaire spéciale. Parce qu'il savait très bien qu'à un moment, on allait installer quelque chose dans l'extrême est de l'Ukraine. D'abord, ce seraient des systèmes de missiles qui auraient l'air conventionnels, mais en réalité, ils seraient à double usage. Et ils le savaient. Vous savez, il suffit juste de changer le missile, de mettre une ogive nucléaire à la place. Le président du Parlement iranien, Larijani, le type qui négociait avec les États-Unis à Islamabad, à la tête de la délégation iranienne, il s'appelle Kalibaf. Kalibaf, oui. En ce moment, c'est lui qui s'occupe des relations de l'Iran avec la Chine. Il va négocier et discuter avec les Chinois. C'est énorme pour les revenus de l'Iran. C'est un nouveau poste? Il a été déplacé de... Non. Il a la même position que le président du Parlement. Le président du Parlement. En même temps, il est aussi responsable des affaires chinoises, des discussions avec l'Iran. C'est la 2e fois qu'on voit ce genre de situation en Iran. Parce que d'abord, je me souviens de Larijani, qui a été assassiné pendant cette guerre, l'un des principaux négociateurs. Poutine avait dit qu'il était très bouleversé par son assassinat. Je suis là depuis très longtemps. Oui, Oui, je me souviens de son nom depuis la guerre entre l'Iran et l'Irak. il était très sage, vous savez. D'ailleurs, je me souviens qu'il était président du Parlement et principal négociateur, le chef des discussions iraniennes avec la Chine. En ce moment, c'est Kalibaf. C'est un signe très fort pour les Iraniens. Beaucoup de gens comprennent à quel point la Chine devient importante pour l'Iran. Et je dirais qu'ils ont 2 projets majeurs. L'un d'eux, c'est le corridor nord-sud, de la Russie à l'Inde.
Exactement. en passant par l'Iran. L'autre, c'est l'initiative des nouvelles routes de la soie. Exactement. Je dirais que, lors de cette rencontre entre Poutine et Xi, ils en parleront. Ils veulent un Moyen-Orient plus stable. Ils cherchent, disons, une certaine forme de calme dans la région, je dirais. Parce que si ce n'est pas le cas, ce serait complètement contraire à leur projet. Ils ne veulent pas de ce genre de chaos au Moyen-Orient. C'est ça, à mes yeux, la beauté de l'approche chinoise, et d'ailleurs de l'approche des BRICS par rapport à la nôtre. On peut la résumer dans le titre de la conférence des BRICS qui va se tenir en Inde, puisque Modi en est le président, et qu'elle aura lieu en septembre. Ce titre, Innovation, résilience, développement et coopération, incarne parfaitement la vision de la Chine, alors que la nôtre, elle, se résume aux sanctions et à la force militaire. À votre avis, avec qui le monde va-t-il vouloir s'associer? Surtout quand on sait que plus de 60% du PIB mondial se trouve en Asie et environ 65% de la population mondiale aussi. 60% of the world's GDP or more is in Asia, and 65 probably percent of its population is in Asia. Mostly in two countries, India and China, but Principalement dans deux pays, l'Inde et la Chine. Mais les autres ne sont pas en reste. Le Vietnam a une population assez importante, la Malaisie, l'Indonésie aussi. Si on met tous ces pays ensemble, on arrive à environ 60% de la population mondiale. Et ce sont ces 60%-là qui sont en train de monter, pas l'hémisphère occidental, à part le Brésil. Je dois toujours faire une exception pour le Brésil. Et un ami au Canada m'a dit l'autre jour, « Fais une exception pour nous aussi, on est en train de monter. » Je lui ai répondu, « Je sais pas, parlons-en, parce que je vois pas mal de choses inquiétantes au Canada en ce moment, qui ne ressemblent pas vraiment à ce qu'on attend du 21e siècle. » look like it's for the 21st century either. Pensez-vous que Donald Trump serait capable de conclure un accord avec la Russie, avec l'Iran ou avec la Chine? Et d'ailleurs, quel serait exactement son accomplissement? Zero. Zero, except maybe the Zéro. destruction and dismemberment. Zéro sauf peut-être la destruction et le démembrement des États-Unis d'Amérique. Donald Trump va laisser un héritage, je pense, qui va rivaliser avec celui de Bibi Netanyahou, voire le dépasser en réalité, parce que les dégâts qu'il cause touchent 340 millions de personnes, qui faisaient partie, disons, des plus grandes puissances du monde, sinon la première. Il a infligé à ce pays des dommages irréparables. Bibi, lui, n'a fait que détruire un petit ami minuscule qu'on appelle Israël. Bibi's just destroyed a little pipsqueak called Israel. Aujourd'hui, il parlait du cas de l'Iran. Il est tellement optimiste. On avait J.D. Vance avec nous aujourd'hui. Tu vois, J.D. Vance. Vance ne savait même pas quelles chaussettes mettre. T'as pas entendu? Didn't you hear? Trump's Trump en train de critiquer ses chaussettes. Ouais, You got the Tu t'es trompé de chaussettes, JD. Allez, change tes chaussettes. Your socks changed. This guy, you can't make this guy up. ce type, on ne peut pas inventer un type pareil. Franchement, tu sais ce qui me paraît le plus étrange, Larry? C'est que quand on parle de la Russie, des discussions entre Kirill Dmitriev, Steve Whitcomb et Jared Kushner, on ne peut pas vraiment savoir grand-chose. Mais pour l'Iran, là, c'est complètement évident. Je suis l'actualité iranienne dans les médias et je ne vois aucun signe d'un quelconque accord avec les États-Unis. Et pourtant, aujourd'hui, J.D. Vance était tellement optimiste, à dire « on est sur la bonne voie, on avance, on progresse, on fait ci, on fait ça ». Mais qui va croire ça? Qui peut avaler ce genre de mensonge? It's all fabricated. But look at what they've gotten way away Tout est inventé. at this point, almost 2 years. Mais regardez ce qu'ils ont réussi à faire passer jusqu'à maintenant. Almost 6 years. They lie Presque all the 2 ans. time. And Et si on ajoute les 4 d'avant, ça fait presque 6 ans. he's Ils made mentent a tout le temps. practice out of lying. Et surtout le chef, lui, il ment sans arrêt.
Il a fait du mensonge une habitude, au point qu'on se dit que si on tient vraiment à la précision, à une forme de vérité dans ce qu'on raconte, on ne peut pas le comprendre. On ne peut jamais vraiment l'analyser parce qu'il ment en permanence. Vous vous souvenez de la scène dans La chatte sur un toit brûlant de Tennessee Williams, avec Big Daddy, joué d'abord par Burl Ives, puis par James Earl Jones. Il dit « Je sens la fausseté dans cette pièce. La fausseté. » Eh bien, Trump, la fausseté devrait être écrite sur une bannière accrochée au-dessus de la Maison-Blanche. Mendacity should be hung in a banner over the White House. Hier soir, j'ai parlé avec Paul Craig Roberts. Il m'a dit qu'il ne se souvenait d'aucun autre président dans l'histoire des États-Unis qui fasse ses affaires pendant qu'il est président des États-Unis. Il gagne de l'argent. Hand over foot. Billions. À l'appel. Des milliards. Vous savez, ce petit truc qu'il vendait, celui dont je crois Jared Kushner s'occupait, le téléphone portable, le petit téléphone doré, eh bien, ils en ont vendu tout un tas pour plusieurs millions de dollars. Et ils n'ont pas livré un seul téléphone. Pas un seul. Quelqu'un en parle? Quelqu'un écrit là-dessus? Quelqu'un les accuse d'être des escrocs de haut niveau? Eh bien, je crois que c'était dans le Washington Post, en page A27 ou quelque chose comme ça. Mais enfin, voilà ce qu'ils sont. Comme disait Harry Truman, j'aime la façon dont Jesse James braquait les trains. Il montait à bord, sortait son revolver et disait « Donnez-moi tout votre butin ». Puis il s'en allait au coucher du soleil avec le butin. Les Vanderbilt, eux, ont construit les chemins de fer, puis les ont pillés jusqu'au dernier centime. Ils sont partis avec des millions et des millions de dollars, laissant les compagnies ferroviaires dans le chaos. Moi, j'aime bien la méthode de Jesse James. Eh bien, Donald Trump, c'est les Vanderbilt en version géante. Il est président des États-Unis et il fait exactement ça. Il embarque la nation dans son train pour en tirer profit et il est président. Combien de temps faudra-t-il aux États-Unis pour remettre Israël dans la même situation qu'avant le début de cette guerre? Je parle de tous ces radars, de toutes ces protections pour Israël, de tous ces missiles de croisière, de ces intercepteurs, du système THAAD, du système Patriot qu'ils avaient avant que la guerre ne commence. Est-ce que tout ça va être rétabli bientôt? Ça prendrait une dizaine d'années, et je ne pense pas que ça arrivera de sitôt. Je ne dis pas ça à la légère. Il faudrait au moins 10 ans. Je ne pense pas que ça se produira bientôt, parce que je ne crois pas qu'il y aura encore un État juif appelé Israël à cet endroit-là. Il y aura peut-être un seul État qui aura beaucoup de mal à accueillir une population très diverse, des Arabes, des chrétiens, des Juifs et d'autres encore, qui viendront s'y installer. Mais je ne pense pas qu'ils arriveront très vite, parce que selon moi, ce sera une période de reconstruction pour Israël. Et s'ils ont mis en place ce type de gouvernement, alors à ce propos, il y a cette simulation dont je t'ai déjà parlé, qu'on faisait un dimanche sur 2. C'est le projet de la Confédération israélo-palestinienne, celui de Joseph Azevar. Je crois qu'il vient tout juste d'obtenir les fonds nécessaires pour organiser l'élection. Ce sera une élection en ligne pour élire le Parlement de la Confédération, qui sera au-dessus de tous les gouvernements. Quel qu'il soit au moment où on y arrivera, le Hamas, l'autorité palestinienne, Israël, peu importe. Je commence à penser qu'il est peut-être temps. Si notre pays existe encore un peu, son heure est peut-être venue. Et ça pourrait être une solution viable, qu'un État prenne le dessus sur les autres, et que cet État détermine en fin de compte comment les autres vont évoluer. C'est une option, et c'est une option sur laquelle Joseph et tout un groupe de personnes travaillent avec acharnement depuis longtemps. Et maintenant, il a réuni assez d'argent pour l'élection.
Ce n'est pas une élection bon marché, même si elle se déroule sur Internet. Ce n'est vraiment pas une élection bon marché. C'est assez coûteux d'organiser ça en ligne. Ce serait peut-être un moment favorable pour le faire, parce que dans l'état actuel des choses, ça ne tiendra pas longtemps. Ce n'est tout simplement pas possible. Il n'y a aucun moyen que ça le soit. Et c'est pour ça qu'il doit partir. Il doit partir. Il doit soit mourir, soit aller en prison, soit sortir par la porte, et qu'on n'entende plus jamais parler de lui. Et toutes les personnes associées à lui, si elles ont été inculpées, doivent passer devant la justice et être traitées en conséquence. Et tous ceux qui restent, que le tribunal pourrait inculper après les premières inculpations et les preuves recueillies, doivent eux aussi être jugés, ne serait-ce que pour établir un minimum de responsabilité face à cet état génocidaire et monstrueux que nous avons d'une certaine manière autorisé. Et si vous voulez venir chercher quelques personnes de ce grand empire, allez-y, sentez-vous libre. Je ne pense pas que vous le ferez, mais bon. Le problème pour Israël, quand Benjamin Netanyahou quittera son poste, c'est que plus personne en Israël ne saura manipuler les États-Unis comme Benjamin Netanyahou l'a fait pendant si longtemps. Je pense que, peu importe ce qu'on croit, que ce soit qu'Israël soit notre outil, ou, comme l'a dit Lindsey Graham, que s'ils n'existaient pas, il faudrait les inventer, ou bien que ce soit eux qui fassent de nous leur outil. Dans tous les cas, peu importe. Dans tous les cas, c'est fini. C'est grillé. Terminé. Voilà ce qui fait tellement mal à ces gens-là. C'est pour ça qu'ils dépensent autant d'argent contre Massey. Ce n'est qu'un petit exemple, mais c'est pour ça qu'ils font des choses comme ce type, l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, qui dit que J Street est une plaie dans la communauté israélienne ou dans la communauté juive américaine. Désolé mec, mais c'est toi la plaie dans la communauté américaine et dans la communauté juive des États-Unis. Toi, t'es une plaie. Et Mike Huckabee est une plaie à Jérusalem. On doit se débarrasser de vous deux. Larry, comment tu vois les Émirats arabes unis évoluer avec le temps dans ce conflit au Moyen-Orient? Tu penses qu'ils vont disparaître? Disparaître. C'est encore une autre chose qu'ils doivent faire. Franchement. On en parlait déjà en 1990, 91, 92. Il faut qu'il y ait une rencontre dans cette région. Il faut qu'il y ait un peu de démocratie là-bas. Il faut que le leadership se décide autrement que par la richesse ou l'émirat. Je ne sais pas comment on peut y parvenir, ni comment on redessinerait la carte ensuite. Mais certains de ces États n'ont aucun sens économique, aucun sens démographique. Ce sont des émirs à la tête d'esclaves, ou presque. Et après tout, on est déjà au premier quart du XXIe siècle. Ce système de gouvernance est dépassé. Il doit disparaître. Pourquoi ne pas profiter de ce moment favorable pour lui dire adieu? Israël serait plus qu'heureux de les détruire. Eh bien, Israël n'est pas une démocratie. Ce n'est pas une démocratie libérale. C'est un État d'apartheid, donc ce n'est pas un modèle. Ce n'est pas un exemple. Y en a-t-il un d'ailleurs? Ah, tiens oui. Il y en a un de l'autre côté du golfe Persique. Son siège est à Téhéran. Il y a bien une démocratie dans la région, bien sûr. À bien des égards, on pourrait même dire qu'elle est aussi démocratique que la nôtre, surtout aujourd'hui, avec toutes nos activités criminelles et tout le reste. Oui, allons-y. Ayons un peu plus de démocratie comme en Iran. Je pense, Larry, que tu sais, les Wahhabites et d'autres de l'autre côté du Golfe, ils détestent ça. Ils détestent le succès de l'Iran
aussi limité soit-il, avec les élections et tout ce genre de choses. You're totally right. Tu as tout à fait raison, Larry. Thomas Massey, dans 1 heure, les gens vont voter et on verra bien quel sera le résultat. Je pense que beaucoup de gens veulent savoir ce qui va se passer avec cette primaire. Many people want to see what would happen with this primary. Ouais, je crois que je vais faire voler un drone là-haut, attraper une urne, la descendre ici, la bourrer et la renvoyer. Kentucky, Kentucky, Kentucky. T'es pas du Kentucky. Oh si, j'en viens. It's not only for Israel, it's going to be Ce n'est pas seulement pour Israël. Ça va aussi avoir une énorme influence sur Donald Trump lui-même, parce qu'il s'en est pris à Thomas Massey. J.D. Vance parlait contre lui. Pete Hegseth faisait tout pour aider son adversaire dans le Kentucky. C'est vraiment incroyable ce qui s'est passé. This is just amazing what would And there- happen. It's not got as much publicity, Nima, but Tu sais, Nima, on n'en parle pas beaucoup, mais ça se passe ailleurs aussi. Il a pris fait et cause pour Paxton au Texas, qui est un criminel. Il a été mis en accusation, il aurait dû être destitué. C'est un criminel. Et maintenant, il s'en prend à Cornyn, à John Cornyn. Alors je n'ai aucune sympathie pour Cornyn. Ce type m'a littéralement mis dehors de son bureau parce qu'il ne pensait pas que le changement climatique était un enjeu de sécurité nationale. Il m'a même envoyé un lieutenant-commandant de la marine pour que je lui fasse le briefing à ma place. For me to brief on the climate, I'd said to the lieutenant commander, how'd you get this? J'ai dit au lieutenant-commandant, « Comment vous avez eu ce poste ?» Il m'a répondu, « Eh bien, j'ai été affecté au Congrès, ils m'ont mis dans son bureau et il m'a nommé responsable de l'environnement. » J'ai dit, ça montre à quel point il se soucie de l'environnement. Le lieutenant-commandant m'a regardé un peu comme pour dire, « C'est pas très gentil de dire ça. » J'ai ajouté, « Ce n'est rien contre vous, mais lui, il se fiche complètement de l'environnement. » Mais je le confronterai à Paxton. Paxton, c'est un criminel et Trump a mis tout son poids derrière lui contre son propre pilier républicain, John Cornyn. Republican stalwart, John Cornyn. Le type qui se présente, Larry, contre Thomas Massey, parle d'envoyer des soldats américains combattre l'Iran au sol, au Moyen-Orient. Va avec eux, prends la tête, conduis l'escouade de tête, on te met aux commandes, mec. Un seul candidat ne va pas tout changer aux États-Unis, mais s'il l'emporte, ce sera un signe très fort. C'est comme le graphique que j'ai vu hier dans... comment s'appelle déjà le sondage du New York Times? J'ai oublié le nom, mais ils avaient mis un graphique avec 3 éléments. Il y avait son taux d'approbation, son taux de désapprobation, et puis les différentes origines des réponses, républicains, démocrates, et ainsi de suite. Et quand on regarde ça, on se dit « Waouh, regarde cette ligne rouge, elle ne fait que monter du côté désapprobation. » On va atteindre le point zéro. Donald Trump est en train de tout perdre aux États-Unis. Je ne sais pas qui pourra l'aider, mais la situation, l'économie, ça ne fonctionne pas. Beaucoup de gens, des indépendants, aussi bien chez les républicains que chez les démocrates, tout est en train de s'effondrer. Eh bien, ce qui est frappant dans le sondage de Siena, je crois qu'il s'appelle comme ça, c'est que quand on regarde les chiffres de près, on voit environ 4,21% des démocrates qui désapprouvent Donald Trump. Et puis, il y a aussi un pourcentage assez élevé de personnes non affiliées. Mais ensuite, on voit que 71% des républicains le soutiennent encore. Ça veut dire que 29%, presque un tiers, ne le soutiennent pas. Mais enfin, comment a-t-on pu en arriver là, à avoir 70% du Parti républicain complètement fou? Il a fallu du travail pour en arriver là. Je ne peux pas répondre à ma propre question. Je n'en sais rien.
Can't answer my own question. I don't know. Larry, avant de conclure, quelle est ta compréhension de ce qui se passe à San Diego? La fusillade à la mosquée, ils ont dit, enfin ils sont sortis en disant « je ne veux pas commenter ». Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Attaquer des gens dans une mosquée, tu vois. Et ça, c'est... The sad thing, Nima, is that we will never know the truth. Le plus triste, Nima, c'est qu'on ne saura probablement jamais la vérité, comme pour tant d'autres choses aujourd'hui, parce qu'on prend chaque événement de ce genre et on le transforme en quelque chose de propagandiste, quelque chose qu'on peut exploiter. Et quand je dis « on », parfois c'est le pays tout entier, ou du moins une majorité. Mais le plus souvent, c'est le gouvernement qui le fait, parce qu'il veut utiliser chaque goutte de sang versée à son avantage. Alors il déforme les faits pour y parvenir. Et ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange absolument pas. Tout ce qui compte, c'est de renforcer cette idée. L'homme blanc est le candidat préféré, les femmes blanches peuvent rester, et tous les autres doivent partir. Et au passage, à tous les Blancs opprimés d'Afrique du Sud, on leur dit « Venez ici, on vous accueillera à bras ouverts ». Voilà le message écœurant qu'on envoie au monde. Et chaque événement dont tu parles est interprété de cette façon. Du coup, on ne connaît jamais la vérité. Tu vois, pour des figures très médiatisées comme Charlie Kirk, on ne saura jamais vraiment la vérité sur lui. Peut-être que dans 30 ou 40 ans, on la connaîtra. Mais d'ici là, tout ça va être utilisé par tout le monde, y compris par des gens comme sa femme, comme Candace Owens et d'autres. Ce sera utilisé à leur avantage. D'ailleurs, il faut tenir Thomas Massie de son vivant. Je sais. Ils veulent pas trop insister là-dessus, c'est clair. Ouais. Franchement, je ne vois pas comment on pourrait ne pas soutenir Tom, vu la façon dont il se présente. Bon, il a ses petits travers, mais à ce moment-là, il a passé, je dirais, 1h30 avec Chaz et moi, au Sénat, enfin non, à la Chambre. Et où est-ce qu'on était? On participait à un briefing que la Chambre nous avait autorisé à leur présenter, et il est resté. Il a traîné là pendant environ 1 heure, à parler franchement de ce qu'il pensait du Congrès. Je crois qu'on peut dire que Chaz et moi, on était sidérés. I think it's fair to say Chaz and I were stunned. Je suis vraiment convaincu, Larry, que ce que Charlie Kirk a créé avec ses campagnes et avec la question d'Israël et du sionisme est bien vivant. Ça ne va pas disparaître. Il a lancé une vague chez les jeunes en Amérique, une vague qui va tout changer, ou en tout cas, beaucoup de choses. À mon avis, ils vont transformer pas mal de choses aux États-Unis. Ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'on voit cet argent être utilisé de cette façon. Vous savez, les choses un peu provocantes comme Tom Massie, mais aussi cet ambassadeur qui dit ça à propos de J Street. Il y a beaucoup de jeunes dans J Street, beaucoup de jeunes juifs, mais aussi beaucoup de jeunes non-juifs. Et leur approche, en gros, c'est une approche plus douce, une manière plus souple de parler d'Israël. Et je dois dire que, depuis que Jeremy a un peu changé de ton, il s'attaque assez franchement à l'Israël de Netanyahou. Donc c'est un juste milieu, si on veut. Ça nous ramène à l'époque où, comme le dit mon rabbin à New York, on vivait très bien à New York, et on n'aimait pas cette idée de créer des antisémites partout à cause de la façon dont on agit. Je pense que les Juifs ont une vie confortable en Amérique, ils ont une vie confortable en Iran, ils ont une vie confortable dans d'autres endroits aussi. Alors, pourquoi gâcher ça? Et c'est exactement ce que fait Netanyahou. Il pousse les gens à détester les Juifs. Exactement. Je pense que pour les Iraniens, Larry, ce n'est pas quelque chose d'étrange. Parce que quand on dit « je suis iranien », on peut être zoroastrien,
on peut être juif, on peut être chrétien, on peut être musulman, sunnite ou chiite. En Iran, il y a toutes ces différences. C'est pour ça qu'on ne se définit pas par sa religion. Which is what we boast of ourselves. C'est ce dont on se vantait, nous. On se vantait tout le temps. Enfin, on le faisait avant, je ne sais pas. Peut-être qu'on ne le fait plus maintenant. Mais quand j'étais jeune, on se vantait d'être... Je ne suis pas franco-canadien, je ne suis pas germano-américain, je suis américain. Oui, je viens d'Allemagne. Oui, ma religion, c'est luthérien, peu importe. Mais ce n'était pas ça qu'on disait d'abord. La première chose qu'on disait, c'était « je suis américain ». Trump, lui, veut que ce soit « je suis un homme blanc américain ». Et je pense que les femmes sont là pour avoir des enfants. J'ai écrit une lettre au rédacteur en chef. Ça faisait un siècle que je n'avais pas fait ça. J'ai cité le traité de Tripoli, le traité de Tripoli de 1797. Vous savez, dans notre système, un traité, une fois ratifié par le Sénat, devient la loi. Ce traité a été ratifié à l'unanimité par le Sénat des États-Unis d'Amérique en 1797. C'est un traité avec Tripoli. Et il y est écrit, noir sur blanc, que notre nation n'est en aucun cas une nation chrétienne. Et pourtant, aujourd'hui, on voit des gens défiler au Pentagone et ailleurs, en affirmant que les fondateurs voulaient que l'Amérique soit une nation chrétienne et qu'ils l'ont créée dans cet esprit. Pete Hegseth est en tête de cette liste. Eh bien, qu'on me parle donc de ce traité de 1797 approuvé à l'unanimité par le Sénat des États-Unis et qui disait aussi, c'est dans le texte, aux musulmans, à l'homme musulman. C'est comme ça qu'on appelait les musulmans à l'époque. L'homme musulman n'a pas de souci, parce que nous ne sommes pas une nation chrétienne. Et ce qu'il disait, en réalité, c'est que nous sommes une nation de tous les peuples, de toutes les religions, ou même sans religion. Regardez ce qu'on a fait avec ce groupe au Pentagone. 9 heures de réunion de prière l'autre jour. 9 heures avec Franklin Graham et tous les habitués en train de prêcher, avec J.D. Vance, Marco Rubio, Pete Hegseth. C'est inacceptable. C'est pas nous. Et pourtant, c'est bien nous. C'est ça le plus triste. C'est nous parce qu'on a laissé faire. Quand je regarde Larry, l'Iran, regarde le Brésil. Ici au Brésil, c'est pareil. Et je ne vois pas Israël survivre, parce qu'ils veulent rassembler tout le peuple juif. Mais ça n'arrivera pas. On ne peut pas construire un pays sur une seule religion et dire que tous les juifs seront ici, et qu'en dehors de ça, il n'y a rien. C'est de l'apartheid par définition. Ça n'arrivera pas. Ce n'est pas quelque chose de réel. Ça ne peut pas arriver. C'est pour ça que ce n'est pas la réalité. Regardez les pays aujourd'hui. Tous les pays ont leurs différences. Mais Israël veut autre chose. Et ça n'arrivera pas. C'est la raison principale pour laquelle ils vont échouer. Oui, tu as raison. Ils essaient de le faire passer en force, mais ça n'arrivera pas. Merci beaucoup, Larry, d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Toujours un grand plaisir. Prends soin de toi, on se voit vendredi. On se voit vendredi, exactement. Avec le garçon qui rit. Oui, On a eu une bonne discussion avec Danny ce matin. Il est parti sur le sujet des morts par suicide depuis le 11 septembre. Je ne lui en veux pas, hein, mais il était vraiment remonté. Et il a raison d'ailleurs. Alors j'ai rebondi en disant, « Vous savez combien on a d'anciens combattants sans abri dans ce pays aujourd'hui? 145 000. Et ça bouge pas beaucoup. Franchement, ça continue, encore et encore. Alors oui, on se soucie vraiment de nos vétérans, n'est-ce pas? oui. Bon, enfin bref, prends soin de toi, on se voit vendredi. Oui, salut!